Bonjour, je suis Aurélie. Je vis avec une maladie chronique, une maladie inflammatoire de l'intestin, et je partage mon expérience de vie, ma petite expérience avec mes doutes, mes galères, mes questions, pour qu'on se sente tous un peu moins seuls. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la fatigue. Et attends, t'as dit la fatigue là? La fatigue, tu crois vraiment que c'est un sujet? Oui, c'est un sujet. C'est quelque chose qui, pour moi, a été super présent et assez lourd à certains moments et qui est encore présent et encore lourd. Donc oui, c'est un sujet. Bon, ok, tu es malade, c'est vrai, tu dois être un petit peu plus fatigué, mais bon, la fatigue, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, quoi. C'est normal. Oui, bien sûr, ça concerne tout le monde. On peut être fatigué pour plein de raisons, mais j'ai vraiment l'impression que cette fatigue-là, cette fatigue qu'on ressent quand on a une maladie chronique, c'est encore quelque chose d'un peu différent. Donc c'est pour ça que j'aimerais en parler. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es resté chez toi, tu étais en arrêt, tu as pu en profiter pour dormir, donc ça devrait aller là, tu devrais te sentir moins fatigué. Pas forcément, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas aussi simple que ça. Bon, écoute, je dis ça pour toi, hein, mais arrête de t'écouter. Tu devrais un petit peu te secouer, reprendre les choses, aller de l'avant. Et puis, voilà, bon, t'es fatigué, mais tu peux passer dessus, quoi. Vas-y, sors un peu et ça ira mieux. Ah, si on pouvait tout régler d'une baguette magique, moi j'aimerais bien un petit coup de volonté et ça repart comme un Mars. Mais non, il n'y a pas que ça. En tout cas, écoute-moi, laisse-moi faire ma vidéo et on va parler de tout ça. Eh, je peux dire encore un truc? Non, tais-toi. Mais, Est-ce qu'il t'est arrivé toi aussi en période de crise de ta maladie chronique ou même un petit peu après de ressentir une grande fatigue? Et quand tu cherches à l'exprimer, à dire à tes proches je suis fatiguée, eh bien, la sensation de ne pas être trop compris et que ça colle pas trop à ce que tu ressens. Moi, je me suis posé plein de questions parce que cette fatigue-là, elle m'avait l'air un petit peu particulière. Et quand on dit fatigué, c'est quelque chose de très classique. On est tous fatigués pour plein de raisons. Parce qu'on a fait 2 heures en vélo, parce qu'on a passé plusieurs mauvaises nuits pour X raisons, parce qu'au boulot, on a une semaine compliquée, plein d'activités, donc on dit souvent « je suis fatiguée ». Et du coup, c'est banalisé. Et quand on ressent cette grande fatigue et qu'on dit « je suis fatiguée », on a l'impression que ça colle pas à la réalité. Parce que cette fatigue-là, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'elle est déconnectée de ce qu'on a fait. C'est qu'on ait une petite journée, une grosse journée, qu'on soit resté sur le canapé la majeure partie du temps, on ressent cette grande fatigue qui est déconnectée de raisons évidentes. C'est comme un état de fatigue, quelque chose qui s'incruste, quelque chose qui s'installe et qui reste sur le temps long et qui bouffe l'énergie. Donc il y a vraiment cette sensation-là. Autre chose, c'est aussi déconnecté du fait d'être jeune. Moi, ces moments de fatigue, je les ai connus aussi beaucoup plus jeunes. Et les autres, ils se rendent pas compte. Ils se disent, t'es jeune, ça devrait aller. Je me rappelle m'être assise dans le bus complètement épuisée, avec d'autres symptômes aussi. Et 2 personnes âgées qui rentrent, pas les personnes avec des problèmes de mobilité, hein, et qui disent tout haut, ah ces jeunes à s'asseoir sur les places et à pas laisser leur place, quel manque d'éducation, non mais vous vous rendez compte, et tout le monde qui me regardait dans le bus, et moi qui étais vraiment fatiguée avec des problèmes articulaires, qui avait envie de crier, non mais j'ai vraiment des raisons d'être là et d'être assise, bon j'ai pas osé à l'époque, mais vraiment ce sentiment d'injustice et de pas être compris. Oui, c'est rageant et c'est pas normal que des gens qui soient en bonne santé laissent pas leur place. Mais des fois, on sait pas ce qu'ils ont, les gens. Ils ont l'air bien, mais ils sont pas bien. Donc, se méfier aussi des apparences. Mais oui, on peut être jeune et fatigué. Cette fatigue aussi, elle part pas par des solutions simples. Quand on est fatigué, genre on a fait une sortie à vélo, on a une semaine difficile, on prend un jour off, on prend un week-end off, et après ça repart. On se repose. Mais là, c'est vraiment cette sensation de je me repose, j'ai beau me reposer,
mais je suis toujours autant fatiguée le lendemain. Et c'est pas parce que je me repose que ça va forcément aller mieux. Se reposer, c'est parce qu'on peut pas faire autrement, on peut pas fonctionner, on n'a pas l'énergie et on n'a pas le choix en fait que de rester. Mais ça va pas régler le problème de fatigue pour autant. Donc c'est une fatigue qui est là, qui est installée, qui est constante, avec des et qui part pas, j'ai l'impression, avec le repos et qui s'apparence aussi beaucoup plus à un épuisement. Quand je dis épuisement, c'est vraiment épuisement des ressources, comme des ressources de la planète en fait. Et à un moment donné, on a cramé toutes les ressources et il n'y a plus rien à gratter, on n'arrive plus rien à mobiliser. C'est comme une voiture où d'un coup on tombe en panne sèche. On a vu la jauge qui descendait et puis on s'est poussé, on a dit on va quand même faire, on continue, etc. À un moment ça tombe en panne sèche et là il n'y a plus rien, le moteur il démarre pas. On appuie sur l'accélérateur, on essaie de mobiliser et rien du tout. C'est vraiment moi aussi ce sentiment aussi que j'avais d'être vide, c'est une fatigue qui est pas seulement physique, qui est aussi mentale et qui est vraiment globale. Et du coup, comme on est vide et comme on est épuisé, toutes les choses du quotidien demandent un effort énorme. C'est vraiment cette sensation que la moindre chose me demande une grosse mobilisation de mes capacités et de mon énergie. Mais des choses toutes simples, ça peut être aller juste faire une toute petite course pas loin, ça peut être aller chercher un truc à l'étage, ça peut être lire un bouquin, ça peut être aller boire un verre avec quelqu'un, ça peut être plein de choses, ça peut être faire réciter quelque chose à un enfant, plein de choses qui sont d'un coup plus possibles, qu'on faisait avant sans même y penser, et tout mobilise un énorme effort. Et au-delà de ça, au-delà de mobiliser l'effort et d'être dans cet état vraiment compliqué, plus on est fatigué, plus on est irritable, plus c'est compliqué au niveau du caractère et donc on va s'énerver facilement. Plus on est fatigué, plus on va être angoissé aussi et plus ça va tourner dans la tête. Et toutes ces angoisses, ça va encore fatiguer davantage. Et c'est se prendre dans un espèce de cercle vicieux et d'alimenter la fatigue et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et c'est ça qui devient compliqué. Alors oui, on se pousse, oui, on essaye de faire, parce que souvent on ne veut pas l'avoir cette fatigue, surtout quand on n'est pas habitué, quand on est jeune. Moi, ça m'est arrivé là, à ma dernière crise. Je me disais, c'est pas grave, je continue, ça va aller, je peux continuer, j'ai pas envie de me trouver dans cet état-là, j'ai pas envie d'être dans cet état de faiblesse, je vais faire. Et au bout d'un moment, on empire les choses et après, remonter la pente, ça devient encore plus compliqué. Alors, je me suis posé la question, d'où ça vient cette énorme fatigue? Et parce que si je sais d'où ça vient, je pourrais peut-être trouver des solutions. Alors, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, il y a plusieurs sources, c'est multifactoriel. Déjà, l'inflammation, la maladie elle-même. Moi, c'est une maladie inflammatoire, donc le corps est en inflammation. Et l'inflammation fatigue énormément parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Il y a aussi tous les symptômes de la maladie. Moi, c'est des symptômes intestinaux qui peuvent me réveiller la nuit et du coup, empiéter sur mon sommeil. Et je perds aussi beaucoup de sang. Et qui dit perte de sang dit anémie, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de globules rouges. Et ça va mettre dans un état d'épuisement et c'est reconnu comme quelque chose qui est un état d'épuisement, l'anémie. Il y a quoi d'autre? Il y a les douleurs, que ce soit une douleur vive, à certains moments, des douleurs un peu coup de poignard qui sont difficiles à gérer, ou même une douleur qui va être moins forte, mais qui va perdurer dans le temps, qui va être toujours un peu là. Des fois ça va passer, puis des fois ça va revenir. Et le fait de toujours avoir mal, ça fatigue énormément. Donc par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est médical, il y a les traitements en fait, c'est essayer de trouver, ou les solutions thérapeutiques, essayer de trouver des choses qui marchent pour calmer l'inflammation, parce que tant qu'il y aura de l'inflammation, il y aura de la fatigue. Et des fois, et ça, quand je l'ai compris, ça m'a aussi fait du bien, ça a mis des mots sur ce que je ressentais. On n'a plus les symptômes parce que ça commence à partir, mais on a toujours la fatigue. Parce que il peut se passer aussi que l'inflammation soit toujours là, même si on a les symptômes qui ont baissé. Parce que ça met du temps à partir, donc il faut de la patience, il faut du temps. Mais pour toutes les autres choses, comme je disais, l'anémie, il peut y avoir des carences aussi, parce que quand on est comme moi dans une maladie inflammatoire de l'intestin, il y a des choses
qu'en période de crise, on ne mange plus, ça devient compliqué de manger pour plein de raisons et du coup, on peut être carencé. Donc, demander à son médecin, dire déjà à son médecin qu'on ressent une grande fatigue, essayer de voir au niveau des analyses sanguines s'il n'y a pas des carences ou de l'anémie, parce que dans ce cas-là, on peut donner des compléments alimentaires, on peut donner du fer, on peut donner plein de choses. Et puis aussi voir par rapport au traitement si ça fonctionne. Donc il y a tout ce volet médical déjà à voir de base pour commencer à travailler sur cette fatigue. Il y a aussi les traitements, il y a certains traitements qui peuvent chez certaines personnes donner des effets secondaires et la fatigue, ça en fait partie. Moi, quand je fais mes injections d'infleximab, je sais que je suis fatiguée ces jours-là. Donc je pense que ça vient de ces traitements. Il y a aussi les corticoïdes. Moi, les corticoïdes, c'est un dopant, donc c'est pas quelque chose qui va induire directement une fatigue. Mais comme c'est dopant, moi, ça a eu un gros impact sur mon sommeil. Problème à haute dose, problème pour s'endormir, réveiller la nuit, ou quand je me réveillais la nuit pour mes symptômes plus possible, ou très longtemps pour me rendormir, se réveiller très tôt le matin. Et du coup, même si je ressentais cet effet dopant qui me permettait de fonctionner, un petit peu cette agitation, cette excitation, j'avais cette grosse fatigue à l'intérieur avec, j'avais plus trop à me concentrer, des problèmes de mémoire, problèmes d'humeur, tous ces symptômes de fatigue en fait, avec un mélange un peu bizarre. Et c'était extrêmement difficile à vivre. Donc là aussi, j'ai vu avec mon médecin pour pouvoir commencer à décroître les doses un petit peu plus tôt, parce que en disant les corticoïdes, moi je supporte plus, c'est trop compliqué à gérer, ça a trop d'impact sur ma vie. Donc il y a eu ça aussi que j'ai pu voir. C'est pour ça que c'est important d'en parler, même dans les traitements, parce que ça peut aussi être un effet secondaire. Après, il y a tous les impacts de la maladie. Comme je le disais, les impacts sur le sommeil, que ce soit la maladie ou les traitements, les impacts sur l'anxiété, tout ce qui est santé psychologique. C'est compliqué d'être malade. C'est difficile, c'est un fardeau. Donc, on va se poser des questions sur notre avenir, s'angoisser que ça parte pas. Jusqu'à quand ça va durer ces symptômes-là, des impacts que ça peut avoir sur la vie. Et c'est un véritable poids. Et toutes ces angoisses, toutes ces anxiétés, ça va induire de la fatigue. Parce que ça a un impact sur le sommeil, ça a un impact sur plein de choses. Et du coup, par rapport à ça, ce qui est bien, c'est de pouvoir consulter déjà un psychologue ou si c'est pas notre truc, de la sophrologie, faire de la relaxation. Il y a des groupes de parole dans les associations. Donc, je pense que déjà, si on arrive à calmer les angoisses, à être un petit peu mieux, au niveau fatigue, ça améliore les choses. Il y a aussi tout ce qui est les impacts de la maladie sur l'hygiène de vie. Parce que bien sûr, quand on est en crise et qu'on ressent qu'on est limité dans ce qu'on peut faire, dans l'activité physique aussi, on est limité. Parce qu'on a mal, parce qu'on est fatigué, on a du mal à se mobiliser pour se bouger, c'est normal. Et en ne bougeant pas, pour moi, l'impression que j'ai eue, surtout quand je restais beaucoup couchée ou beaucoup chez moi, j'avais l'impression que ça empirait les choses. Parce que l'activité physique, on sait que c'est très positif, que ça a un impact très favorable sur la fatigue, l'anxiété, sur le sommeil. Ça a plein de bénéfices. Après, il faut trouver comment faire et de façon adaptée et qui corresponde à ce qu'on peut faire. Mais on peut le faire, même pas longtemps. Il n'y a pas besoin de faire 1 heure de crossfit en fait. Faire des petites tranches de 15 minutes, aller faire une balade, aller marcher un petit peu, aller faire une activité dans le jardin. Il y a plein de petites choses qu'on peut trouver qui peuvent convenir et le faire pas longtemps mais plusieurs fois dans la journée, ça peut aider. Moi, ça m'aide en fait. Je promenais le chien parce que cette pauvre bête, elle me regarde avec des grands yeux. Alors même si j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai mal, j'y vais quand même. Et après, je me rends compte que ça m'a fait du bien. Il y a l'alimentation, il y a plein de choses aussi à gérer. Donc par rapport à ces petites choses, moi, que j'ai mis en place, ça a été le premier truc qui a été utile, c'est déjà de reconnaître cette fatigue. Dire oui, elle est là, oui, je ressens cette fatigue-là, elle a une place dans ma vie et je dois faire quelque chose. Une fois qu'on l'a reconnue, essayer de mieux la connaître. Parce qu'elle n'est pas tout le temps pareille, elle fluctue. Pour moi, c'est vraiment des jours comme les feux tricolores. Il y a des jours rouges
où, où je me sens vraiment fatiguée. Et puis des jours orange où ça va quand même, où je peux faire des choses. Et puis des jours verts où, super, elle me laisse tranquille et je peux être plus active. Et du coup, le fait de savoir qu'il y a plusieurs niveaux, ça va me permettre d'adapter mon niveau d'activité et ce que je peux faire par rapport à mon niveau de fatigue pour être un peu bienveillante avec moi-même et me dire que oui, il y a des choses, je les ferai plus tard, sans pour autant tout procrastiner, mais essayer de gérer sur un temps un peu plus long ce qu'on peut faire. Et les jours verts, du coup, en faire un peu plus, en profiter pour faire des choses sans pour autant s'épuiser, parce que bien sûr, on est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint, donc il ne s'agit pas de tout se cramer les jours où ça va mieux. Voilà, et une fois qu'on connaît bien son niveau de fatigue, pouvoir en parler à ses proches, pouvoir dire à ses proches, écoute, il y a des fois où ça va pas, c'est les jours rouges par exemple, et je vais te solliciter parce que j'en ai besoin, mais bon, il y a d'autres jours où ça va mieux, donc je te le dirai aussi. Ça permet aussi aux proches de pouvoir peut-être mieux comprendre et aussi de pouvoir aider, déléguer et savoir que c'est pas tout le temps, que c'est pas constant, qu'il y a des fois où oui et puis des fois où non. Et ça permet aussi moi, de me sentir moins pas dépendante des proches, mais moins malade en fait, et que c'est pas il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, et on en discute et ça va mieux. Ça m'a aussi poussée, et ça a été un effet positif, à prendre du recul sur un certain nombre de choses. Parce que moi j'étais tout le temps à fond. Alors, premier truc, non, tout n'est pas urgent et tout ne doit pas être fait dans la minute. Il y a des choses qui peuvent attendre, sans pour autant procrastiner, mais voilà, il y a des niveaux d'urgence différents et il y a des choses, si on les fait un peu plus tard, c'est pas grave. Deux, tout ne doit pas être parfait. Des fois, on fait les choses comme on peut, de façon suffisamment bonne, pas parfaite, mais ça va, le monde ne va pas s'écrouler. C'est bon, on l'a fait, c'est déjà ça. 3, se dire tout ne doit pas être fait par moi. Souvent, on a l'impression que tout dépend de soi et on a envie de faire plein de choses parce qu'on les fait bien, on sait les faire, on a l'habitude de les faire. Et déléguer, ça peut être compliqué, que ce soit au boulot ou dans la famille. Et se dire, non, ça peut être fait par d'autres personnes, ce ne sera pas fait comme moi je veux, ce ne sera pas fait de façon qui va coller à tous mes critères, ça va peut-être pas me plaire sur certains petits points, mais ça va être fait et ça peut être aussi intéressant que ce soit fait par d'autres d'une autre manière. Même pour les enfants par exemple, si on est toujours derrière puis que c'est quelqu'un d'autre, ils vont voir d'autres façons de faire et puis eux aussi peuvent développer une autonomie. Donc le fait de pas toujours être là et de pas toujours faire soi, ça peut avoir des bénéfices et puis même pour soi se rendre compte que il y a d'autres façons de faire et c'est bien aussi et ça va quoi. Et aussi se dire tout n'est pas prioritaire, tout n'est pas hyper important, il y a des choses qui le sont, il y a des choses qui le sont moins. C'est faire sa petite crise de Covid à soi entre commerce essentiel et non essentiel, mais sa liste à soi. Alors oui, il y a des impondérables, il y a des choses qu'il faut faire, mais la façon de les agencer, on a tous nos priorités. Finalement, au bout de la journée, qu'est-ce qui est important pour moi d'avoir fait ? Donc oui, aussi pouvoir prioriser et se dire il y a des choses qui peuvent être moins importantes. Et ça ne fait pas de moi un mauvais être humain. Si je ne suis pas derrière mes enfants à chaque fois pour les devoirs, je ne suis pas un mauvais parent. Si je leur fais des pâtes 3 fois de suite, je ne suis pas un mauvais parent. Si au boulot, je ne reste pas aussi tard que les autres tout le temps, je ne suis pas un mauvais professionnel. Ce n'est pas forcément sur la durée que ça se joue, c'est aussi sur la qualité du travail. Ça permet de lâcher prise, ça permet de moins se mettre la pression. Et puis ça permet de se recentrer sur ce qui est vraiment important. Et la maladie, ça sert aussi à ça en fait, à retrouver ce qui est vraiment important. Aussi, et ça c'est super important pour moi pour le sommeil, c'est retrouver un rythme adapté. J'en parlais dans la vidéo, je pense celle des corticoïdes. C'est se recaler jour-nuit. Parce que quand on est très fatigué, on a tendance à dormir la journée et à un moment donné, on est paumé. Entre le jour, la nuit, on a l'impression que c'est tout le temps un peu pareil. Et pour moi, ce qui est super important, c'est de pouvoir se réveiller le matin à heure fixe à peu près. Boire un café ou prendre un petit déjeuner ou pas, mais en tout cas, essayer de profiter de la lumière du jour dès qu'elle arrive pour dire à son corps, il fait jour, ça y est, c'est la journée, on va s'activer. Faire un peu d'activité physique, comme je le disais, dans la journée, se bouger un peu, se mobiliser un peu, sortir. Après, ça peut être pendant la pause déjeuner, ça peut être sur des petits temps, mais déjà sortir, prendre l'air.
se ménager des moments aussi de calme dans la journée, des moments de pause où on va pouvoir prendre 10 minutes pour aller sur la terrasse, interrompre ce qu'on est en train de faire pour prendre un thé, et aussi se caler sur des moments de respiration la journée. Et le soir, pouvoir aussi, même si on adore et qu'on a une passion dévorante pour son portable ou pour les écrans, essayer de les éteindre 1 à 2 heures avant de dormir, parce que tout ce qu'on fait dessus, ça excite notre cerveau, et puis il y a la lumière bleue qui dit, même si c'est 23 heures, ça dit au corps, il fait jour. Voilà, donc se mettre en mode nuit, des activités plus calmes le soir, pas faire son activité physique le soir. Des trucs basiques, je vous apprends pas. Mais pensez à bien se recaler jour-nuit. Aussi bien faire, si on continue à travailler, la différence vie pro, vie perso, c'est-à-dire pas ramener de trucs chez soi, alors c'est pas toujours évident, mais essayer de vraiment faire 2 choses différentes, des temps comme ça. Il y a le temps du travail, il y a le temps de la maison. Le temps de la maison, je suis à la maison et je fais des trucs pour moi, je me concentre dessus. Alors je suis fatiguée, je suis peut-être pas hyper efficace dans ce que je devrais faire, mais au moins je suis là. Et puis dans ma tête, j'ai pas tout à gérer tout le temps. J'ai des moments pour gérer le boulot et des moments pour gérer la maison et ma vie. Aussi les bénéfices de se coucher tôt. Moi, je suis une couche tard et j'adore ça. Mais je me suis rendu compte dans ces périodes de fatigue que c'était beaucoup mieux pour moi de me coucher tôt. Mais se coucher tôt, ça se prépare, ça s'improvise pas. On ne décrète pas, je me couche tôt. Parce que si on se couche tôt, ça veut dire qu'on va manger tôt. Et d'avoir des temps réguliers, des temps de lever réguliers, des temps de coucher réguliers, des temps de repas réguliers, et remettre un rythme, parce qu'on a tendance à perdre le fil quand on est fatigué et à être complètement perdu. Aussi, un petit truc qui a l'air tout con par rapport au sommeil. Moi, j'ai le cerveau qui tourne tout le temps et j'ai beaucoup d'idées où je pense aux choses à faire le soir à 22 heures. Et j'ai peur d'oublier, donc ça tourne dans ma tête. Ce qui est bien, c'est d'avoir un petit stylo, un petit carnet, de pouvoir noter, faire soit des to-do list, soit des listes d'idées. Le soir, comme ça, on note, je regarde, je ferme et je dis ok, je m'en occupe demain. Donc mon cerveau, c'est tranquille, c'est géré, on peut passer à autre chose. Donc ça me permet aussi de calmer et d'arrêter que ça tourne tout le temps. Le dernier truc que je mettrai, c'est la petite vigilance sur les fausses bonnes idées. On peut se dire, parce qu'on est démunis, parce que c'est déjà assez compliqué. Des fois, on a des petites ressources comme la pause clope. Mais c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a l'impression qu'on se calme quand on fume. Mais en fait, c'est un excitant et du coup, ça aide pas si on le fait avant de dormir. La nicotine, c'est un excitant. Donc, à savoir aussi. Et puis, ça peut aussi servir dans la journée où, comme c'est excitant, ça va nous mobiliser, ça va permettre de faire plus de choses. Mais bon, une petite vigilance par rapport à ça. Quand on a une maladie chronique, on a déjà une partie du corps qui est un peu flinguée. Donc, autant pas se flinguer les poumons et garder des endroits un petit peu bien. Après, faites ce que vous voulez, je suis pas là pour juger. Mais ça, c'est pas forcément une super bonne idée. Pareil, le cannabis, on peut avoir envie de fumer du cannabis ou fumer du cannabis pour s'endormir parce que ça met dans un état qui est plus propice au sommeil. Attention, ça a un impact sur les rythmes de sommeil et sur le sommeil récupérateur. Donc finalement, le sommeil, oui, on va s'endormir peut-être plus vite, mais on va avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur parce que les phases de sommeil, notamment paradoxales, ça se raccourcit. C'est pour ça que les gens qui arrêtent le cannabis, ils peuvent avoir des moments où ils rêvent beaucoup, avoir des cauchemars. C'est à cause de ça. Donc finalement, on va fumer du cannabis pour être moins fatigué et on va se récolter le contraire et être au final, sur le long terme, plus fatigué. Donc attention, c'est peut-être pas ce qui marche le mieux. Aussi, l'alcool, pareil, ça abaisse les angoisses, mais ça les règle pas. Et pour le corps, ça peut être encore plus compliqué à gérer. Donc voilà, il y a des petites ressources comme ça qui sont pas forcément les meilleures idées du monde, mais je vous apprends rien. Et puis chacun fait comme il peut. Mais voilà, petite vigilance quand même par rapport à ça. Alors les ressources, c'est quoi ? Comme je disais, le psychologue qui peut aider par rapport à tout ce qui est angoisse, le médecin qui peut aider par rapport au traitement, par rapport à la maladie, aussi la douleur, j'en parlais tout à l'heure, mais moi quand j'étais hospitalisée, on me disait prenez vos antidouleurs de suite, dès que vous commencez à avoir mal, laissez pas la douleur s'installer, parce que moi j'avais tendance à attendre de voir. Est-ce que la douleur, elle va augmenter ou
pour pouvoir prendre mon antidouleur. Et finalement, ce n'était pas une bonne idée. Le médecin va pouvoir prescrire des prises de sang, comme je le disais, des compléments alimentaires. Il y a tout aussi ce qui est médecine alternative, la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, qui peut aider beaucoup. L'acupuncture, en fait, ça dépend quel est votre truc. Mais il y a plein de ressources. Alors oui, ça peut coûter un bras, hein. C'est des choses qui ne sont pas remboursées forcément. Mais cherchez dans les associations. Les associations, elles peuvent proposer des choses qui sont gratuites, donc se renseigner, et puis des groupes de parole, etc. Donc voilà, un petit peu faire le tour de cette grosse fatigue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, le pouce, le commentaire si vous voulez, l'abonnement aussi pour voir les vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.